Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Melchior. Je suis Laurent Modolo, enseignant en économie-gestion et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à la CSRD dans le cadre du cycle de conférences sur la réglementation de la transition écologique. Alors nous aurons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Marie Klein, consultante senior sur la performance durable du cabinet Deloitte, et Ingrid Jouve, directrice RSE de SPI France, dont les missions impliquent de travailler avec différentes directions pour renforcer les offres de décarbonation proposées aux clients de SPI. Bonjour mesdames et merci pour votre présence aujourd'hui. Alors, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, en français, directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Ce sont ces 4 lettres qui risquent désormais de peser lourd dans la stratégie des entreprises européennes. Entrée en vigueur au 1er janvier 2024, cette directive vise à harmoniser et à renforcer la transparence en matière environnementale, sociale et de gouvernance, le fameux triptyque ESG, au sein des entreprises européennes. Cette directive s'inscrit dans le cadre du Pacte vert, le Green Deal pour l'Europe, avec pour ambition de rendre l'économie européenne plus durable et plus responsable. Mais cette réglementation fait débat. D'un côté, elle est présentée comme un levier essentiel pour accélérer la transition écologique et garantir une information fiable aux investisseurs. De l'autre, certains y voient une complexification administrative qui pourrait freiner la compétitivité des entreprises, notamment face aux acteurs internationaux qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Vous l'aurez compris, cette directive fixe un cap ambitieux mais soulève de nombreuses questions. C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos intervenantes en structurant notre propos en 3 temps. D'abord, positionner la CSRD au niveau européen, puis mesurer l'impact de la CSRD sur les secteurs d'activité, et enfin, nous aborderons la mise en œuvre concrète de la CSRD au niveau des entreprises. Alors Marie Klein, je me tourne d'abord vers vous. Peut-être pouvez-vous commencer par nous expliquer ce qu'est la CSRD et pourquoi elle a été mise en œuvre. Oui, tout à fait. Merci Laurent. Vous l'avez très bien introduit. Donc, CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, c'est une directive européenne qui a été transposée en droit français en décembre 2023 et qui impose un cadre réglementaire européen de reporting d'informations extra-financières. Donc, vous l'avez bien dit, les informations extra-financières sont les informations relatives à l'ESG, E pour environnemental, S pour information sociale et G pour information de gouvernance. Jusqu'à présent, les entreprises avaient pour habitude de reporter des informations financières selon un cadre normatif très précis. Maintenant, il en est de même avec les informations extra-financières. Alors, pourquoi le sujet de la CSRD est sous le feu des projecteurs? Comme vous l'avez dit, la norme a été transposée fin 2023 pour l'exercice fiscal 2024 et donc on est en pleine saison des premières publications de reporting extra-financier pour les entreprises ayant clôturé leurs comptes au 31 décembre dernier. Donc voilà, depuis le début février jusqu'à à peu près à la fin du mois d'avril, on va voir des gros groupes publier ces premiers rapports de durabilité sous l'égide de la CSRD. C'est pour ça que c'est au cœur de l'actualité. La seconde raison, vous avez peut-être entendu parler de la directive Omnibus qui vise à une simplification réglementaire du reporting extra-financier pour les entreprises qui a été annoncée fin février. Donc on est en plein dans l'actualité. Merci Marie. On avait connaissance de la NFRD. Est-ce qu'il y a dans la CSRD des changements importants qui ont été apportés? Alors, la grande particularité de la CSRD, c'est le concept de double matérialité. Je vais vous expliquer et qui est complètement nouveau. On va parler du coup de double matérialité. D'un côté, la matérialité financière et d'un côté, la matérialité d'impact relative aux enjeux de durabilité qui seraient pertinents pour une entreprise. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis un industriel dans le secteur des cosmétiques. Je produis des shampoings. Et on va prendre l'exemple de l'enjeu de la ressource eau. Un shampoing, c'est fait à 80% d'eau. Donc, moi, industriel, je suis dépendant de la ressource eau pour fabriquer mes shampoings. Donc, l'eau est matérielle financièrement pour mon industriel des cosmétiques. À l'inverse, quand je vais produire mes shampoings, je vais avoir par exemple un site de production dans une zone de stress hydrique. Je vais prélever de l'eau dans ma zone de stress hydrique. Donc moi, industriel des cosmétiques,
je vais avoir un impact sur l'environnement et donc l'eau est également matérielle d'un point de vue de l'impact pour mon industriel des cosmétiques. Et donc c'est en ça qu'on parle de double matérialité. Et la grande nouveauté du coup avec la CSRD, c'est que on oblige les entreprises à réfléchir sur les impacts, les risques et les opportunités d'un point de vue durabilité qui le sont au regard de leur activité. Et donc, en fonction de ce qui est matériel ou pas, on va leur demander de publier des informations à ce sujet-là. Alors Ingrid Jouve, en tant que responsable RSE d'une grande entreprise, comment est-ce que vous percevez les nouvelles exigences de la CSRD pour les entreprises? Ouais, je vais peut-être juste présenter SPI Oui. en quelques mots pour cadrer un peu le propos. Donc, SPI existe depuis 120 ans. C'est une société qui est implantée en Europe, au travers de 6 pays, qui compte 55 000 collaborateurs. Donc, moi, je suis directrice RSE de SPI France, qui est donc à peu près la moitié du groupe. Et nos métiers s'exercent dans l'accompagnement des clients au travers de la transition industrielle, énergétique et numérique. On travaille dans le bâtiment pour tout ce qui est éclairage, ventilation, chauffage. On travaille dans les villes au travers de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques ou de l'éclairage public. On accompagne nos clients dans le nucléaire. On accompagne également les clients industriels dans l'amélioration de leurs process, dans leurs bâtiments. Et puis on a aussi une activité numérique responsable, et puis, on a aussi des développements dans les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque. Voilà un acteur majeur du secteur. Et puis, on est implanté sur 400 sites en France et 19 000 collaborateurs en France. Très bien. Voilà. Et alors, quel est votre ressentiment? Comment est-ce que vous percevez les nouvelles exigences de la CSRD pour les entreprises et les défis que ça annonce? Alors, pour SPI, c'est plutôt un accueil positif parce qu'en fait, on a l'avantage, comme le disait Marie, de ne pas partir de zéro. On était assujetté à la DPEF, hein, la déclaration de performance extra-FI. Donc, du coup, c'est pas nouveau. Il y avait depuis au moins 2019 bon nombre d'actions qui étaient déjà engagées, tant sur le volet social, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, que sur le volet environnemental. Mais du coup, c'est plutôt des opportunités, de par le fait même que nos activités sont au cœur des solutions que porte la CSRD. Une réglementation plutôt bienvenue, positive. C'est une réglementation, je dirais, de bon sens, qui met en valeur plutôt des bonnes pratiques, qui peut paraître complexe, mais en fait, c'est parce qu'elle est exhaustive. Elle comporte quand même 800 pages. Donc, bien démarrer l'appréhension de la CSRD, ça commence par lire ces 800 pages, si je prends la directive et les 12 normes. Et on y reviendra un peu plus tard, mais les travers qui sont imputés à la CSRD actuellement sont peut-être aussi liés au fait que certains n'ont pas nécessairement lu toutes ces pages, parce qu'il y a des simplifications déjà prévues dans le texte. Bref. Donc c'est plutôt une réglementation qui est bien accueillie, mais qui comporte effectivement des pistes de progrès. Alors, si on essaie d'avoir un regard au niveau de l'entreprise, au sens large, l'entreprise européenne, quels sont les principaux bénéfices que l'on peut attendre de la mise en application de la CSRD? Les bénéfices, ils sont multiples. Je dirais d'abord pour SPI de valoriser les leviers de décarbonation qui sont, les solutions qu'on développe pour nos clients. Ensuite, ils ancrent, ils renforcent, ils accélèrent des dispositions qui avaient déjà été engagées et qui permettent de se distinguer davantage auprès de nos compétiteurs ou surtout auprès de nos clients, et donc d'assurer un leadership encore plus fort dans l'ADN, dans la culture de SPI et dans sa gouvernance pour déployer les plans d'action RSE. Il y a aussi tous les bénéfices autour de la transversalité, parce qu'en fait, on travaille multi-pays, multi-directions. Donc, on est dans une approche où chacun s'alimente parce que c'est très transversal, les enjeux sont partagés. Euh, L'avantage, c'est de pouvoir travailler aussi avec nos clients, d'être dans la co-conception des solutions pour aller chercher les bénéfices, les solutions qu'ils attendent. Voilà, donc quelques exemples que je pourrais compléter. Marie Klein, on voit bien qu'a priori, il y a des intérêts manifestes à ce que les entreprises européennes mettent en place cette CSRD. Mais pourquoi l'Union européenne a-t-elle ressenti le besoin de renforcer son cadre réglementaire en matière de CSRD?
Alors, comme vous l'avez dit, Laurent, en introduction, l'Europe s'est positionnée pour être, le premier continent carbone neutre en 2050 dans le cadre du Green Deal et donc en mettant en place, une réglementation qui encourage qui oblige les entreprises à publier de façon transparente ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas et de facto qui les encourage à faire mieux, on vient accélérer la transition écologique dans le cadre du Green Deal européen. Ça, c'est la 1re raison. La deuxième raison, en encourageant les entreprises à publier, on encourage les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la CSRD, on va dire, synthétise d'une façon assez exhaustive, certes, des questions qui étaient déjà posées auparavant par les parties prenantes. Je pense aux consommateurs, mais je pense également aux investisseurs. Avez-vous un plan de transition? Qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité? Est-ce que vos produits ne seront-ils pas obsolètes dans 30 ans? Je vous donnais l'exemple de l'industriel et ses shampoings. Dans un monde en restriction d'eau, est-ce qu'on se lavera, est-ce qu'on continuera à se laver tous les jours? Je ne sais pas, mais quand on vend des shampoings, c'est une question qui se pose. Donc voilà. Donc, accélération de la transition écologique, prise de décision éclairée pour les parties prenantes, une transparence accrue, parce que c'est avant tout un exercice de transparence et non pas de résultat. Comme je vous le disais, on n'oblige pas les entreprises à faire, on oblige les entreprises à dire ça je fais ou ça je fais pas. Euh, voilà. Alors, il y a quand même un problème de contexte qu'il faut évoquer et un contexte géopolitique. On a une entreprise Trump qui manifeste beaucoup de réticence à engager des actions, en particulier dans la transition écologique. Et donc, on peut s'interroger si aujourd'hui, la mise en œuvre de la CSRD en Europe, est-ce que c'est un atout stratégique pour les entreprises européennes de renforcer leur transparence et leur durabilité, ou au contraire, dans ce contexte géopolitique, est-ce que la CSRD va induire des standards trop contraignants qui risquent de pénaliser en termes de compétitivité nos entreprises européennes? Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut faire attention à ne pas opposer systématiquement compétitivité et durabilité. Il y a une régulation européenne qui est ambitieuse, souvent précurseur, tournée vers l'avenir et qui donne un cadre normatif challengeant. Ça, c'est vrai. Mais comme je vous le disais, en fait, on oblige les entreprises à se poser des questions quant à leur pérennité, parce qu'en fait, quand on oblige une entreprise à faire une analyse de double matérialité, donc le concept complètement nouveau que je vous expliquais un petit peu auparavant, on oblige l'entreprise à se poser la question des risques et des impacts inhérents à leur activité sur l'environnement et sur la société. Et donc, je vous donne un exemple qui est très simple. La norme dit avez-vous fait une analyse de risque physique? Donc, je suis un industriel, j'ai des sites de production et de par l'analyse de risque physique que je fais, je me rends compte que ces sites sont dans des zones inondables. En fait, ça, d'une certaine manière, on force le top management à mettre sur la table des sujets quant à la pérennité de leur entreprise. Donc, à long terme, pour moi, c'est évidemment un avantage compétitif. D'accord. Alors Ingrid, je vous pose la même question. Vous, en tant que représentant d'entreprise, comment vous percevez cette CSRD? Est-ce que c'est un atout qui va annoncer une amélioration de la compétitivité, ou au contraire, vous vivez ça comme une sorte de contrainte supplémentaire que l'on donne aux entreprises européennes? Alors, en fait, la durabilité, c'est dans la raison d'être de SPI. Donc, pour nous, c'est plutôt une solution, un atout, une opportunité. C'est vrai que, comme disait Marie, le principe d'extraterritorialité de la CSRD fait que les entreprises qui interviennent en Europe, même si elles ne sont pas nécessairement basées en Europe, sont assujetties aux obligations de divulgation, de communication de leurs performances RSE. Donc, en fait, ça met quand même sur un pied d'égalité des entreprises qui interviennent en Europe, et notamment en France. Pour nous, groupe européen, ça reste, je me répète, une opportunité importante et qui valorise les leviers de décarbonation de SPI. C'est un vrai levier d'influence. On le voit notamment au travers des marchés autour des data centers, où les exploitants des data centers viennent chercher en Europe, et notamment en France, des installations décarbonées, moins chères. C'est vrai que l'électricité française est décarbonée. Donc ça reste visiblement rentable. Et puis, on l'a vu également, malgré des investisseurs qui quittent le Net Zero Alliance,
certains d'entre eux ont réinvesti dans le capital de SPI début mars à l'annonce des résultats, SPI étant un acteur majeur de la décarbonation. Donc il doit y avoir quand même une question de rentabilité derrière, je pense. Alors, je me posais quand même la question, la mise en place de la CSRD, donc qui a remplacé la NFRD, donc le spectre est plus large. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des entreprises qui n'étaient pas concernées par la NFRD qui sont désormais concernées. Eux, quand ils ont appris ça, j'imagine que ça n'a pas dû les enchanter quand même. Il y a quand même une contrainte qui a dû être. Alors, c'est pas que je veux orienter que sur l'aspect contrainte, mais je voudrais pas non plus qu'on ait un regard trop enjolivant de la situation. Ouais. Donc, est-ce que pour ces entreprises-là qui vont démarrer dans ce cadre-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même des sources de contraintes et des sources d'inquiétude à venir? Alors, Alors, je vous pose la question toutes les deux, mais Marie, peut-être? Spontanément. En fait, rien que l'exercice de se projeter à horizon de 2030 ou même 2050, c'est un exercice de stratégie. Donc c'est bénéfique. Toutes les entreprises sont amenées à le faire. Il y a de l'intelligence à intégrer les enjeux de durabilité en plus pour plein de raisons, réduire ses incidences environnementales, rester attractif, embaucher, réduire son empreinte sociale. Enfin, il y a quand même beaucoup de bénéfices. Donc oui, les entreprises peuvent le percevoir, enfin les entreprises extra-européennes peuvent le percevoir comme un frein. Cela dit, lorsqu'on réfléchit avec un peu de hauteur sur des pics de production de minéraux ou de matériaux minéraux de conflit ou de métaux rares, la vraie question de pérennité se pose quand même. Donc c'est du bon sens, voilà. Après, pour une partie de votre question, SPI fait partie de ce qu'on appelle la vague 1, qui sont en fait les premières entreprises assujetties. Pour la vague 2, si ça s'appelle toujours comme ça, parce que ça peut être ça bouge pas mal, les PME, les TPE, les plus petites structures, ça peut être un peu plus complexe de par le côté un peu, scolaire, en tout cas, ou granulaire de la CSRD telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Donc sa simplification a du sens. Mais il y a déjà des outils d'accompagnement, je connais des structures qui peuvent accompagner. Enfin, il y a, il y a des leviers de simplification qui rendent les choses, applicables, et digestes. Voilà. D'accord, et, Marie. et donc pour rebondir, en fait, il faut voir vraiment la CSRD comme une opportunité unique pour une entreprise de se tourner vers son avenir et de se poser les bonnes questions, effectivement, quant à sa pérennité. Si on voit la CSRD uniquement comme un exercice réglementaire, en fait, on passe un peu à côté de quelque chose. Et ça fait partie des rares moments dans la vie d'une entreprise où on va mettre autour de la table la direction des ressources humaines, parce que le volet social, on se parle essentiellement d'information RH, la direction de la sustainability, la direction financière, le top management, la gouvernance, le contrôle interne. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont concernés et donc d'intelligence collective, comme disait Ingrid, qui vont réfléchir à OK, quels sont les impacts, les risques et les opportunités pertinents pour mon entreprise sur lesquels il faut qu'on ait des plans d'action, des politiques pour pouvoir avancer et assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, ça, c'est une première chose et il faut vraiment le voir comme une opportunité de transformation et non pas un simple exercice réglementaire. Et la deuxième chose, effectivement, pour les entreprises donc, de la vague 2 qui ne sont pas encore concernées, il faut essayer de capitaliser sur les synergies un peu collectives. C'est-à-dire qu'il y a des fédérations qui proposent des guides pour aider les entreprises à implémenter leur analyse de double matérialité. Je pense notamment à ce qu'a fait l'Alliance du commerce. Il existe aussi, il y a plein d'organismes qui accompagnent. Mais là, en année 1, il y a plein de publications qui sont très pertinentes, notamment parmi les membres du CAC 40 qui ont déjà publié et qui peuvent servir d'exemple. Bien. Alors, juste pour terminer sur ce thème-là, j'avais quand même une question sur la loi Omnibus qu'on a évoquée. Mais le sentiment qu'on peut avoir, le fait d'avoir envisagé une loi de simplification de la CSRD, est-ce que le signal derrière qui est envoyé, il est positif? Est-ce que le fait de vouloir simplifier une directive qui ouvre tout de même des opportunités, est-ce que ça vient renforcer le poids de cette CSRD ou ça peut remettre en question son opportunité? Ou est-ce que c'est pas aussi un aveu pour dire bah, finalement c'est quand même quelque chose de complexe à mettre en œuvre, donc on va essayer d'arrondir les angles, si vous permettez l'expression? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Europe ne recule absolument pas devant ses ambitions du Green Deal et ses ambitions à 2030. Euh, Omnibus vient proposer un allègement, une simplification, et il est vrai pour les entreprises qui partent de zéro, et notamment
les plus petites entreprises, je pense aux ETI, la charge est monumentale. Donc il y a un enjeu de simplification pour se concentrer sur ce qui est fondamental pour ces entreprises-là. Et dans ce sens-là, je pense que c'est pertinent. Voilà, après, ce qui est évident aussi, et Ingrid, tu me diras ce que tu en penses, mais en fait, le fait d'avoir une discontinuité dans les régulations pour les entreprises, notamment celles qui ont investi beaucoup de moyens humains et financiers pour mettre en place la CSRD, ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises parce que il y en a certaines qui travaillent, qui n'ont pas encore publié, qui devaient publier initialement l'année prochaine et qui sont sur le pont depuis 2 ans. Donc, on met pas tout à la poubelle, mais le fait d'avoir cette discontinuité, ça vient mettre un peu le bazar, ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez compléter? Ouais, peut-être pour compléter, merci de m'avoir tendu la perche. Effectivement, c'est vrai qu'elle a la CSRD, enfin, je parlais des 800 pages, tous les data points. Ça peut paraître un peu lourd, scolaire, granulaire, enfin, vraiment pas l'exercice le plus sympathique, mais il faut le mener à plusieurs autour de la table, bien lire et profiter de la progressivité d'application que la première version déjà offrait. Euh, donc, moi, je pense qu'effectivement, effectivement, la simplification est attendue, elle a du sens, elle est légitime. Il y a quelques petits points d'alerte quand même sur cette simplification et sur certains points. Il est évoqué, alors c'est pas statué, mais que l'audit serait un audit assurance limitée. Derrière ça, en fait, on pourrait avoir une moindre vérification, peut-être un risque d'allégation ou voire de greenwashing, voulu ou pas voulu, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas suffisamment bien les chiffres. On a eu recours à des proxys où les informations ne sont pas complètement maîtrisées. Donc, il y a ce risque-là. Après, il y a le risque sur l'agenda à vouloir peut-être trop décaler, mais là, c'est un peu plus idéologique. Je pense qu'on peut se faire rattraper par un agenda environnemental qui s'impose à nous sur des enjeux climatiques. C'est un autre point. On s'attendait à des guides sectoriels évoqués dans la simplification. Apparemment, ce n'est pas le cas et c'est un peu regrettable, en tout cas dans la profession qui est la mienne, dans l'énergie, le numérique et l'industrie, parce que du coup, faute de guide, il y a quand même eu beaucoup de sujets d'interprétation qui peuvent être tendanciels, qu'on le souhaite ou pas, mais qui sont sujets à interprétation. Et quand on regarde un peu la genèse et tout ce qui s'est passé dans l'environnement de la CSRD, entre la publication, euh, les Q&A, enfin, pardon, les foires aux questions, les guides d'application, mais sur tel sujet, des webinaires, il y en a eu tellement, on peut se dire qu'à un moment donné, si on a autant de messages autour du document, c'est que peut-être le document n'était pas dans sa dernière version limpide. Peut-être il y a eu des concertations, beaucoup, je crois, qui ont été menées avant son écriture, mais est-ce que la parole de toutes les parties prenantes a été entendue, intégrée? Je ne suis pas certaine. Voilà. Alors justement, vous me faites une transition parfaite, puisque les parties prenantes, comme vous les évoquez, qui appartiennent donc à différents types de secteurs et d'entreprises. Et alors, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on passe à un niveau inférieur, au niveau sectoriel. Donc, on a bien vu que la CSRD, au niveau européen, a un cadre ambitieux, une volonté de transparence, de la compétitivité. Mais au niveau sectoriel, alors Marie, je vous pose la question à vous, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différences sectorielles qu'il peut y avoir sur la mise en application de la CSRD? Est-ce que les obligations seront les mêmes dans les différents secteurs et est-ce qu'il y a des secteurs qui seront plus touchés que d'autres? Alors, la CSRD, elle est secteur agnostique. Ça veut dire que les normes de reporting sont les mêmes, quel que soit le secteur d'activité, en fonction des thématiques de durabilité qui ressortent comme matérielles à l'issue de l'analyse de double matérialité. Donc, qu'on soit l'industriel des cosmétiques ou SPI, on va être soumis aux mêmes normes de réglementation, dans la limite, bien sûr, des thématiques qui ressortent comme matérielles. Ensuite, pour répondre à votre question sur quelles sont les entreprises qui sont le plus impactées, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises hautement émettrices, elles sont sous les feux des projecteurs depuis longtemps, de par leurs parties prenantes, de par les réglementations. Et donc, ce n'est pas celles qui vont être le plus impactées. Les plus impactées, c'est celles qui ne reportaient pas jusqu'à présent. Donc, effectivement, celles de la vague 2. Et je pense notamment aux entreprises non cotées. On peut avoir des gros groupes internationaux français, privés, donc non cotés, qui n'avaient jamais eu à rendre de compte sur ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas d'un point de vue ESG.
et donc du coup qui seront soumis pour cette vague 2. Pour eux, la marche à prendre, elle est monumentale, effectivement. Parce qu'on imagine bien que la CSRD, elle va concerner des entreprises dans l'hôtellerie, dans l'industrie lourde, dans le secteur technologique. Et on s'interroge sur, finalement, est-ce que la mise en application de cette directive, elle va s'appliquer et elle va être considérée de la même manière dans ces différents secteurs, en fait? Est-ce qu'il va y avoir une même, est-ce que l'impact, ou l'implication de chaque secteur va être le même? Oui, dans la mesure où c'est un exercice réglementaire de transparence. Donc, encore une fois, on vous demande pas de faire, on vous demande de dire si vous faites ou si vous ne faites pas. Donc effectivement, mettre en place un plan de transition quand on est un hôtelier ou quand on est, je sais pas, un grand acteur de la métallurgie, les leviers vont pas être tout à fait les mêmes, les moyens mis en œuvre certainement pas. Néanmoins, voilà, vous avez tous 2 cette obligation de transparence. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites pas? Heu, voilà, Oui, et le reporting réalisé sera le même. exactement. Il y aura, voilà, les mêmes supports, les mêmes Ouais. outils Ouais, à mobiliser. ouais. En fait, initialement, l'EFRAG, donc l'organisme qui a contribué à la rédaction de ces normes, comme disait Ingrid, songeait à mettre en place des normes sectorielles, donc effectivement pour aller un petit peu plus loin, par industrie. Là, de ce qui est ressorti, de la proposition Omnibus fin février, il semblerait que ça soit plus le cas. Ingrid, dans votre secteur, donc de la transition énergétique, écologique, est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques de cette CSRD? Est-ce qu'il y a des obligations particulières qui vont venir s'ajouter? Est-ce qu'il y a des changements qui sont amenés dans votre secteur à vous particulier? Alors, comme elle est multisecteur et transversale, l'exercice de la CSRD, comme dit Marie, il est normatif et on part sur les mêmes bases. Ce qui peut être un peu différenciant, c'est que nous, on est dans une activité B2B, on ne s'adresse pas nécessairement aux usagers, aux clients finaux, B2C. Donc là, dans le filtre de la matrice de double matérialité, il va tout de suite y avoir des normes qui seront moins applicables. Je pense à celles sur les consommateurs finaux. Heu, voilà, donc il y a déjà ce 1er filtre. Donc la réponse rapide, déjà toutes les normes s'appliquent. Après avec le filtre, donc vous allez avoir des et ce filtre, il est défini par les attentes des parties prenantes qui sont exprimées. Alors il y a différentes façons de le faire, hein, on peut les réunir, on peut faire des webinaires, on peut faire des consultations directes, des entretiens, des questionnaires, assez ouverts, et en ressortent des enjeux, dits matériels, derrière lesquels l'entreprise, donc SPI, mais toute autre entreprise, doit répondre. Et elle doit y répondre en disant effectivement: «Je fais, c'est super, je fais tout ça. Je fais pas, j'ai pris conscience, mais je me planifie de faire dans les 3 5 ans», au-delà de 5 ans, c'est un peu moyen quand même, mais mon plan d'action, ou je fais pas parce que j'ai une bonne raison, ça n'est pas pertinent, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc il y a cette matrice de double mat et de matérialité, et ce qui en ressort, nous, chez SPI, ce sont des attentes sur, l'électrification, la décarbonation, la rénovation du bâtiment, la mobilité décarbonée, répondre aux problématiques, de pénurie de compétences aussi, d'y intégrer également, tout ce qui est économie circulaire, réemploi, écologie industrielle et territoriale. Donc, oui, il y a des enjeux spécifiques, mais qui ressortent d'une analyse commune multisecteur. Alors, pour poursuivre votre question, votre intervention, est-ce que vous avez le sentiment dans votre secteur que vous êtes suffisamment soutenu ou accompagné pour mettre en œuvre cette CSRD? Ou est-ce que finalement l'entreprise se retrouve seule face à des obligations sans avoir, de soutien, de financement, d'outils, ou pour pouvoir l'opérationnaliser? Il y a différentes formes de soutien. Déjà, je dirais le soutien interne, heu, c'est c'est essentiel, mais quand on parle de leadership, de gouvernance, l'entreprise se dote de moyens pour, déployer la CSRD. Ça veut dire avoir des équipes en centrale, des interlocuteurs, en l'occurrence dans les 6 filiales de SPI. On a la chance d'avoir, complété récemment par, un réseau d'ambassadeurs volontaires impliqués, qui prennent, du temps sur leur travail, quand c'est pas nécessairement leur mission principale, pour être acteurs de la RSE. Donc il y a le soutien interne. Après, il y a un soutien, je dirais plus, du collectif, qui va passer par, des fédérations professionnelles, donc la FNTP, le CERS, enfin là on est, sur des acronymes de secteurs de mes métiers. Après, vous avez vos pairs, des collectifs tels que le Club des directeurs développement durable,
que je recommande, dans lequel on fait partie, qui est un regroupement de directeurs de développement durable qui partagent un peu leurs préoccupations, leurs bonnes pratiques. Donc il y a cette forme de soutien également. Puis après, vous avez un soutien, je dirais, normatif ou réglementaire. Alors même si c'est un peu agité, qu'il faut quand même suivre, vous avez des lois qui favorisent, ce qu'on appelle, l'accélération et les procédures administratives, notamment pour les projets d'énergie renouvelable. Et puis après, vous avez des soutiens financiers. Là, c'est pareil, il faut suivre parce que ça bouge beaucoup, mais qui viennent, apporter, un mécanisme de soutien financier sous forme de subventions, pour des projets. Heu, Là, récemment, début du mois, il y a le Clean Industrial Act, qui a été, mis en avant par la Commission européenne sur une énergie européenne propre, abordable, met en valeur, l'innovation, la décarbonation, l'économie circulaire, enfin des sujets, je crois que c'est 100 milliards d'euros qui sont sur la table à déployer, ouais, au niveau européen. Donc je dirais qu'il y a une forme de soutien, il faut juste savoir, comment s'en emparer, bien, quand il s'agit d'administratif ou autre, bien le caler dans l'agenda des projets, heu et puis normalement on devrait y arriver. Marie, de manière également, au niveau du soutien aux entreprises, et quel type de contribution, quel type d'outils ou de méthodologie vous proposez aux entreprises pour répondre à leurs objectifs en termes de CSRD? Alors nous, on accompagne effectivement les entreprises sur l'implémentation, de la CSRD. Et donc pour cela, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est se concentrer sur ce qui est important en termes d'enjeux de durabilité pour l'entreprise. Et donc ça, comment on se pose la question? Via l'analyse de double matérialité. Donc on accompagne les entreprises sur, l'identification des impacts, des risques et des opportunités en matière de durabilité, sur leur entreprise. Et donc ça permet de mettre, à l'agenda du top management des sujets tels que, alors si je prends des sujets sociaux, ça va être les conditions de travail, ça va être la santé sécurité, ça va être la diversité, ça va être l'inclusion, ce type de sujet-là. Et puis d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est la biodiversité qui est matérielle, chez SPI, ou est-ce que ça va être, je sais pas, la pollution, les émissions, dans l'eau, par exemple? Voilà, donc tout ça, nous, on va accompagner l'entreprise pour qu'elle se pose ces questions-là. Une fois qu'on aura identifié quels sont les sujets de durabilité qui ressortent comme matériel, bah là, effectivement, l'entreprise doit rendre des comptes, enfin dire: je fais pas» dans sa publication. Donc nous, on va, mettre à disposition des outils qui permettent d'identifier, les indicateurs sur lesquels les entreprises doivent publier, donc défrichage de normes, qui peut être effectivement un peu lourd pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et donc une fois qu'on a identifié les indicateurs sur lesquels l'entreprise doit publier, sachant qu'il y a des indicateurs quantitatifs, on va demander des datas, des données qu'il va falloir remonter, consolider, vérifier, pour publier, et des indicateurs qualitatifs où là l'entreprise, a, un champ des possibles en termes de narratif pour expliquer ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Donc on les accompagne là-dessus. On les accompagne également, alors dans l'audit, c'est-à-dire on peut pas être jugé partie. Donc quand on est auditeur chez un client, on peut pas faire de mission de conseil pour eux, mais on les accompagne également pour que l'audit se passe bien, sur la rédaction du rapport. Et puis, en parallèle de tout ça, comme je vous disais, il y a un vrai enjeu de data ESG. Et donc, pour être en mesure de remonter, consolider et publier ces datas, il faut mettre en place des outils parfois qui sont IT, voilà, donc des logiciels, ou des bons vieux Excel, ça peut fonctionner aussi. D'accord. Alors j'avais une question également sur les entreprises qui sont présentes sur plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Est-ce que c'est une problématique de mettre en place une CSRD, ou est-ce que la CSRD, elle va être finalement déclinée par, secteur, ou c'est une CSRD, consolidée comment ça se passe à ce niveau-là? Alors ça va être un rapport, consolidé, néanmoins dans une même partie. Donc c'est-à-dire que, le rapport, selon la norme, il doit être construit en 4 parties différentes. Il y a une première partie qui est des informations générales, sur l'entreprise, sur la gouvernance, et ça, c'est des informations qui sont, à publier de façon obligatoire, quel que soit le type de l'entreprise. Ça, c'est une première partie. Et donc, pour les groupes, avec, plusieurs types d'activités, il y aura pas de distinction. Et puis pour les groupes qui ont une culture un petit peu décentralisée, et bah, il y aura peut-être une partie sur, telle filiale, et puis une autre partie, sur une autre filiale, mais tout ça, tout le monde répond aux mêmes questions.
Et ensuite, sur du coup, le volet environnement, le volet social et le volet gouvernance, effectivement, si il y a des problématiques différentes qui ressortent avec des politiques et des plans d'action qui sont distincts d'un type d'activité à l'autre, l'entreprise publiera de façon, on va dire, juxtaposera les différentes choses mises en place et les éléments de réponse pour être compliant. Ouais. D'accord, merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie plus opérationnelle. C'est-à-dire qu'on décline encore la mise en œuvre de la CSRD et qu'on aille sur son aspect opérationnel. Alors Ingrid, je m'adresse directement à vous. En tant que directrice RSE, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre entreprise, elle a intégré, elle a opérationnalisé la CSRD, même si je sais que vous allez me dire que vous étiez déjà dans la dynamique, mais j'imagine que la CSRD a quand même dû concrètement apporter des modifications, ou vous a peut-être contrainte à mettre en place certaines choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Oui, je vais reprendre l'historique un peu de la démarche. Donc, on s'est d'abord penché sur la question du texte au tout début, quand il était encore dans sa version initiale en anglais. Et très rapidement, en tout cas moi, j'ai commencé à regarder quels étaient les sujets qui pourraient être, qui sont à partager avec les différentes directions. La direction juridique pour des enjeux de protection de la responsabilité de SPI autour de l'économie circulaire et du réemploi, qui était un sujet, encore nouveau, qui se développe très fortement. La direction des ressources humaines pour, l'inclusion, la diversité, les plans stratégiques autour du handicap, les besoins de formation. La direction commerciale pour savoir, marketer, vendre, expliquer les offres décarbonées et comment elles répondent finalement aussi, on peut dire, aux enjeux CSRD des clients. Enfin, voilà, donc une lecture des textes, une mobilisation très transversale. Ensuite, on a, fait l'exercice de consultation des parties prenantes, hein, tout simplement. Donc quand on dit parties prenantes, c'est nos clients. Donc on a sélectionné un nombre, certes important, mais ciblé des clients. On a aussi questionné bon nombre de nos fournisseurs, mais également, des acteurs, des fédés, des médias, des écoles, voilà, et on a récupéré, l'ensemble de leurs, attentes qui nous ont permis effectivement d'avoir ce premier état des enjeux de la matrice de double matérialité. Donc passer au crible, au filtre, les normes finalement qui sont attendues de déployer, chez SPI. Ah, Cer excusez-moi, je vous interromps, mais ça, vous ne le faisiez pas déjà avant? En fait, définir les enjeux RSE, si, bien sûr qu'on le faisait et bien sûr qu'on le faisait en tenant compte des attentes de nos clients, voilà. Mais, là, l'exercice, il est un peu plus normé et vous vous retrouvez à devoir, prendre en considération et expliquer: «Oui, non, je le prends en compte, pourquoi?» et expliquer pourquoi. Je vous donne un exemple concret, heu, la thématique de l'eau, n'a pas été jugée matérielle par nos parties prenantes. Donc, dans le filtre de la double matérialité, cette ESRS, cette norme n'a pas été retenue. Ça ne veut pas dire que SPI n'a pas d'action pour réduire sa consommation d'eau ou aider les clients à le faire également. Ça veut juste dire que cette norme, pour l'année 1 d'exercice, on ne va pas répondre aux 80 pages de la norme et moi pas comme ça. De la même manière, sur le volet social, les communautés affectées, on n'est pas en B2C et c'est vrai qu'en France, la problématique, elle est moindre que celle qu'on pourrait trouver dans d'autres pays, où il y a des communautés autochtones, enfin, donc ça n'a pas été jugé matériel par nos parties prenantes, donc nous n'avons pas pris les 80 pages de cette norme pour y répondre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas en considération les impacts sur l'ancrage local, au contraire, et le bénéfice d'actions menées au niveau des écosystèmes. Mais en fait, c'est cet exercice de normes qui a permis de définir des enjeux sur une base commune d'autres entreprises, d'autres secteurs, et pas de le faire parce que c'est bien, parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on peut en oublier en fait finalement. Donc cet exercice est exhaustif, il n'est pas complexe, mais il a le mérite d'être large et de se poser des bonnes questions au bon moment, voilà, de faire un état zéro. Donc on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est un peu étape par étape, hein, mais je rentre dans le détail. On a pris le fameux tableau de l'EFRAG magnifique, très très long, Excel, avec l'ensemble des détails quali, quanti, qui sont demandés par norme. Donc en fait, c'est un tableau et là, on a regardé, ce qu'on avait déjà, on a mis un code couleur, ce sera facile entre guillemets d'y répondre parce qu'on a déjà l'exercice d'un reporting depuis de nombreuses années
qui suit les consommations énergétiques de la flotte véhicule, par exemple. Ce que nous n'avions pas complètement, ou en tout cas la CSRD demande des informations un peu plus précises, la provenance market based, local based sur les énergies, c'est-à-dire l'énergie achetée sur le marché ou EDF. Ça, on n'avait pas ce détail-là, donc on l'a pris. Ce que nous n'avions pas du tout, donc en rouge, où là il a fallu se structurer pour avoir une information plus précise sur le dispatch en énergie renouvelable de nos consommations d'énergie, pour rester sur cet exemple. Et puis, ce que nous ne souhaitions pas mettre en place, et donc la réponse de SPI serait expliquer pourquoi, comme par exemple le prix interne du carbone. Ce n'est pas, nos compétiteurs le font, d'autres, les distributeurs, d'autres, ont intégré cette composante. Donc, c'est vrai qu'on l'a pas. Voilà, donc on a expliqué. Une fois qu'on a fait ce gap analysis, cette analyse des écarts, eh bien moi j'ai dispatché dans les plans d'action de chaque direction, RH, commerce, juridique, finance, les points à traiter avec un rythme. Là, c'est du système de management, hein, pas plus clair que un rythme pour introduire dans les process de SPI et un rythme où tous les mois, j'ai le plaisir de travailler avec la DRH, le directeur juridique, le DAF, etc., pour voir si les plans d'action sont bien calés dans les agendas, si les réponses sont correctes, répondent aux exigences, présentées en CODIR, parce qu'à chaque CODIR, il y a une thématique RSE. Elles sont validées, puis déployées avec le concours de la communication et des ambassadeurs RSE qui sont aussi acteurs de ce déploiement. Qu'est-ce que j'oublie? On a une nouveauté en termes de gouvernance, c'est un exercice dont je suis assez, que je trouve singulier, en tout cas chez SPI et dans notre secteur, c'est qu'on a, on a une hygiène ou en tout cas une surveillance du financier, de la santé financière de l'entreprise, qui fait qu'on a un cycle de management où 2 fois, au printemps et à l'automne, on révise l'ensemble des performances financières de chaque filiale. Donc de 8 heures à 18 heures, vous regardez toutes les données financières d'une filiale, ce qui est très simple parce que du coup, il y a une vraie projection et puis voilà, on gère des investissements, des croissances externes, on gère le business, quoi. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, cet exercice, donc 2 fois par an, est adossé à un système extra-FI. C'est-à-dire que maintenant, le score RSE, puisqu'en fait, on a traduit les ambitions qui étaient les nôtres et celles de la CSRD dans un système très vulgarisé, explicatif, avec des étapes de scoring où chaque filiale doit déployer en fait les actions et 2 fois par an communique sur son avancement. Et derrière les pistes de progrès ou peut-être un pas de côté ou du temps qui est nécessaire vont s'illustrer des besoins, soit en ressources, soit en outils, soit en financement, soit en temps. Et donc là, on a vraiment un exemple d'ancrage extra-FI, ce qui est le souhait en fait de la CSRD finalement, ce rapprochement de ces 2 dimensions. Et moi, je suis hyper fière de ce système et il marche bien chez nous, du scoring RSE, avec on prend la mesure, on prend le pouls de l'entreprise 2 fois par an sur le FI et l'extra-FI. Voilà et puis encore un autre exemple, mais je peux en avoir plein d'autres. On a également rendu compte de nos résultats, de reporting en interne, en externe très bientôt, avec le rapport de durabilité apparaître dans la dizaine de jours qui arrivent. Et puis dans le cadre du dialogue social, auprès de nos CSE, nos instances du personnel qui sont partie prenante, dans l'évolution de nos business, dans l'évolution de la manière de réaliser le business. Typiquement, on pourrait y revenir, mais sur la flotte véhicule, on a quand même, électrifié, presque 30 de notre flotte de véhicules. 10 000 véhicules en France, c'est pas rien quand même. Et donc ça comporte des changements. Il faut accompagner dans l'échange et le dialogue avec, les instances du personnel, auprès desquelles on rencontre. Alors, on voit bien une démarche quand même longue Mmh. et impactante, qui nécessite de l'engagement de l'entreprise. Alors Marie, du coup, moi, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que dans les entreprises que vous accompagnez, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans cet accompagnement? Quelles sont oui, les erreurs que peuvent faire les entreprises, les difficultés, alors peut-être même celles qui démarrent dans cet engagement-là en termes de RSE? Alors la première, c'est, sous-estimer l'opportunité stratégique que représente, la CSRD, pour l'entreprise.
et penser qu'il s'agit juste d'un simple exercice de reporting. Comme je vous le disais un peu plus tôt, en fait, dans la vie d'une entreprise, avoir autant de gens d'intelligence collective autour d'une table, c'est assez rare. Et donc, c'est une vraie opportunité pour l'entreprise de se tourner vers l'avenir et de se poser les bonnes questions concernant la durabilité de son modèle. Et ensuite, c'est sous-estimer effectivement les ressources nécessaires et l'enjeu de gouvernance sur un tel projet. Moi, ce que j'ai vu, c'est les implémentations de CSRD qui se passent bien sont systématiquement portées par le top management de l'entreprise. Et donc, c'est dire à quel point l'enjeu est stratégique. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Ingrid, en fait, la CSRD, elle permet de faire le pont entre les informations financières et les informations extra-financières. La première raison, c'est que on oblige les entreprises à publier les informations extra-financières dans le même document que les informations financières, qui est le rapport de gestion. Donc, pour le lecteur ou surcroît l'investisseur qui lit le document, il peut regarder ce qui est écrit et décrit dans le rapport extra-financier, notamment en termes d'opportunités de durabilité, et puis remonter dans les états financiers et puis voir si les immobilisations sont faites. Donc, faut vraiment voir ça comme une opportunité stratégique pour l'entreprise. Très bien. Une dernière question, comment vous évaluez les bénéfices concrets pour l'entreprise? Et surtout, au bout de combien de temps une entreprise qui a mis en œuvre cette démarche peut-elle avoir un retour sur investissement? Alors comme je vous disais, c'est un vrai projet de transformation, et donc il y a plusieurs effectivement, bénéfices très concrets. Déjà, c'est avoir mis, plein de fonctions différentes autour de la table, pour produire une information qui va rendre l'entreprise plus attractive auprès des investisseurs. Parce qu'on est encore dans un modèle où on valorise les entreprises essentiellement sur leurs finances, mais de plus en plus d'investisseurs valorisent également sur le volet ESG. Et c'est très pertinent avec ce que disait Ingrid sur le fait que vous revoyez de façon biannuelle les comptes, mais également vos critères RSE. Et en fait, la bonne santé d'une entreprise, elle a deux jambes. Elle a la jambe rentabilité et elle a la jambe durabilité. Et donc, alors j'ai pas de notion de temps concrètement pour vous dire quel est le retour sur investissement par rapport à tous ces investissements faits en année 1 où la marche est effectivement assez haute à franchir. Mais ce qui est sûr, c'est que à moyen terme et à long terme, indéniablement, c'est un avantage compétitif et un retour sur investissement à minima sur la pérennité de l'entreprise, sans aucun doute. Très bien. Bon, de toute façon, on sent bien, comme chez SPI, c'est aussi l'ADN de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des équipes pour que la démarche et le projet soient mis en œuvre et soient le plus adapté possible, fait que ça performe, hein. Oui, et puis, tu le disais Marie, c'est pas un exercice, enfin, le point de départ, c'est le reporting, certes, mais c'est qu'un point de départ. Après, tout l'intérêt, en fait, de cette démarche, c'est quand même l'orientation business, la valorisation des leviers de décarbo, la valorisation de l'attractivité de l'entreprise au sens de son recrutement, de son impact social, du fait d'être bien dans l'entreprise, de donner du sens à ce qu'on fait et d'être en phase, en l'occurrence avec la raison d'être. Donc le plus-value, le sens, l'étape d'après, c'est l'orientation de business et d'activité. Et lorsqu'on a la chance, pour aller plus loin, finalement, on se pose des questions sur le business model même de l'entreprise, où l'idée, c'est quand même la vocation de ce texte, la CSRD, enfin qui est pas là, pardon, mais c'est de passer d'un modèle purement économique, linéaire, à horizon de temps plutôt court, sur un modèle, on va l'appeler régénératif ou un modèle circulaire sur un temps plus long, où la dimension extra-financière, et c'est pas que des mots, hein, a toute sa place. Et là, on pivote, on shift. Alors quand on est dedans, c'est que des opportunités. Quand on n'est pas dedans, effectivement, ça peut paraître plus complexe, mais ce sont des questions de bon sens qui sont légitimes et qu'il faut se poser maintenant, alors pour plein de raisons, mais qui doivent perdurer. Hem Je vais dire un truc sur l'exercice de reporting. Ouais, c'est vraiment qu'une photographie de base qui a l'avantage de pouvoir se partager, de mesurer sa performance dans le temps, de donner des tendances. Et quand on est en capacité d'accompagner notamment les clients pour les rassurer sur nos notations RSE, qui elles-mêmes se basent, Ecovadis par exemple, qui elles-mêmes se basent sur des performances vérifiées par une tierce partie, qui sont mesurées sur des outils de reporting, oui, on en a besoin. C'est là pour progresser.
Vous voulez compléter? Oui, je voudrais rebondir. En fait, il faut bien avoir en tête que c'est une démarche de progrès et que là, c'est l'année 1 et que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de chantiers du coup qui sont mis en œuvre, qu'il faut garder le cap, qu'il faut prioriser ces chantiers. Mais en année 1, de toutes les publications là, qui sont parues, notamment CAC 40 depuis quelques semaines, personne n'a répondu à tous les items de la CSRD. Ça sera très intéressant de voir l'année prochaine, en fait, dans quelle mesure cet exercice de transparence, plus poussé que ce qui était fait précédemment, incite les entreprises à aller plus loin sur les sujets de durabilité. D'accord. Donc certaines qui découvrent des vocations à approfondir et à poursuivre là-dedans. Tout à fait. Bien, alors le temps tourne, donc je vous propose en conclusion d'aborder 2-3 perspectives par rapport à cette CSRD. Alors, la première question, Marie, quelles sont les prochaines étapes pour les entreprises européennes dans cette démarche de transition et dans la mise en œuvre de la CSRD? Alors, je pense que la première chose, c'est de construire un plan de transition climatique, puisque la norme demande aux entreprises, avez-vous un plan de transition climatique bas carbone. Donc ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques mois, et c'est pour ça que je vous disais que c'est un travail dans le temps long et qu'il faut garder le cap. Euh, et ensuite, il y a un sujet sur les risques climat. En fait, l'exercice pousse les entreprises à identifier leurs risques. Donc, on parle de risques climatiques, mais il y a également des risques sanitaires. Et donc, une fois qu'on a identifié ces risques-là, c'est également les valoriser. C'est-à-dire quel serait l'impact financier en fait de. Voilà, tout à l'heure, je vous donnais comme exemple l'industriel des cosmétiques qui a des usines dans des sites inondables. Bah, quel est l'impact financier pour l'entreprise et quel est le plan pour gérer ce risque-là. Ça, pour moi, ça fait partie des questions fondamentales à se poser rapidement. D'accord. Oui. Je voulais juste rebondir, excusez-moi, Non, allez-y. sur la question des risques. Je reviendrai sur le plan de transition climatique juste après dans les prochaines étapes, mais pour donner quelques illustrations très concrètes, parce que je pense que ça peut. Sur les risques, en fait, il y a, d'un point de vue social, il y a tout ce qui est coût de recrutement, des parcours d'intégration. Donc, d'où l'intérêt de rester attractif, de fidéliser les collaborateurs, parce que tout ça, ça coûte cher. Les plans de formation, euh, éventuellement des coûts liés à la dégradation du climat social. Ça peut avoir une incidence, donc ils sont à prendre en considération. Lorsqu'on est en deçà du seuil réglementaire en termes d'effectifs en situation de handicap, il y a les contributions à la GFIP qui sont aussi des coûts. En matière de sécurité, c'est juste pour donner quelques exemples, hein, mais le coût des maladies professionnelles, du traitement des accidents de travail, des jours d'arrêt, éventuellement les problématiques de pénibilité de chantier, des horaires décalés. Sur les risques climatiques, comme tu le disais, il y a tout ce qu'on va faire pour adapter les bâtiments par rapport aux problématiques de canicule, de retrait-gonflement des argiles, d'élévation, cessation d'activité lorsqu'on est à proximité de ces sites. Il peut y avoir des problématiques de rupture d'approvisionnement avec des fournisseurs qui sont plus en capacité dans leur chaîne logistique de vous approvisionner, et puis des coûts d'assurance qui peuvent aussi augmenter. Donc quand on met tout ça bout à bout, en tout cas sur le prisme du climat, effectivement, dans les prochaines étapes qu'on a réalisées d'ailleurs, c'est le plan de transition climatique, où là, au regard de vos ambitions à horizon 2030, 2050, un peu plus de temps. À horizon 2030, vous avez une trajectoire de décarbonation qui se repose sur des scénarios que vous choisissez, hein, qui peuvent être soit, je pense que toutes les mesures climat vont être prises, ou bien peut-être un peu plus réaliste, et je me dis qu'on n'aura peut-être pas ça et que, tel que le plan national d'adaptation au changement climatique, à plus 4 degrés en 2100. Bon, bref, on prend cette trajectoire, on regarde les leviers de décarbonation, et derrière, vous avez un volet financier. Combien ça coûte de réduire sur mon scope 1 et 2 les consommations énergétiques de mes véhicules? Donc, d'acheter des véhicules électriques. Combien ça coûte de faire de l'efficacité énergétique dans mes bâtiments? Et puis le scope 3, qui est quand même le gros morceau dans la plupart des secteurs, et notamment chez nous, où là, en fait, l'intérêt, c'est de travailler avec des fournisseurs engagés dans une démarche de conformité climat, si je puis dire, mais qui ont aussi une approche sur toute l'analyse du cycle de vie des produits, depuis la conception jusqu'à la fin de vie, d'aller chercher des leviers de décarbo pour baisser et donc avoir des alternatives bas carbone que nous-mêmes pouvons proposer aux clients. Et donc ça fait partie des prochaines étapes. Là, on a fait le plan de transition et de creuser, d'accélérer sur le scope 3,
une des gros enjeux. Et juste excusez-moi, il y en a un autre qui est de continuer la formation. On a mis en place une Speak Climate Academy avec des modules qui sont, on va dire, des fondamentaux sur les enjeux du climat, qui ont été rendus obligatoires, assujettis à un incentive de rémunération auprès des collaborateurs, donc de se former. Et puis on continue d'aller plus loin dans ces formations sur nos métiers. Qu'est-ce que le climat quand je suis commercial, quand je suis à la finance, quand je suis RH, quand je suis juriste, etc. Et puis d'autres formations encore plus précises pour les responsables d'affaires, savoir argumenter, comprendre les attentes des clients, proposer des solutions, aller les devancer. Je vais m'arrêter là. Merci. Oui, parce que le temps se termine. Alors, j'avais une dernière question hein, pour faire écho aux enseignants qui nous suivent actuellement et que je salue. Une question pour toutes les deux d'ailleurs. Quel rôle les enseignants et les établissements scolaires peuvent-ils jouer pour sensibiliser les futurs professionnels à la CSRD? Alors, je trouve qu'il y a un vrai enjeu de sensibiliser les futurs professionnels sur la notion de création de valeur financière, mais également durabilité, la valeur de durabilité. Et tout à l'heure, je vous parlais des deux jambes de l'entreprise. Il faut vraiment avoir en tête que faut sortir de ce prisme rentabilité financière et une entreprise en bonne santé à l'avenir, ça sera une entreprise qui sera solide sur sa jambe rentabilité financière et sa jambe durabilité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, voilà, donc il faut vraiment voir la rentabilité comme un moyen au service de la durabilité. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de pédagogie là-dessus, mais également d'un point de vue un peu plus technique. Moi, je pense, à titre personnel, il n'y a aucun étudiant qui doit sortir sur le marché du travail sans savoir ce que c'est qu'un bilan carbone. Voilà, parce que pour avoir un avis sur ce sujet-là, il faut à minima comprendre de quoi on se parle. Et donc, voilà, je trouve que le bilan carbone est un bon exemple. D'accord. Ingrid Jouve. Modèle création de valeur. Oui, ce point-là, il est essentiel. Changer de paradigme et de trouver de la valeur autrement que sur une simple lecture financière. Après, je dirais que les enseignants, je pense qu'ils ont la chance d'avoir face à eux une génération qui va avoir l'opportunité de travailler avec des compétences très transversales et sur des métiers très transversaux. Donc ça, c'est quand même une richesse d'accompagner cette notion de valeur dans ces différents métiers. Et puis je trouve que ce sujet, en fait, a une portée géopolitique et presque idéologique que je trouve vraiment intéressante et qui me donnerait envie de reprendre le banc des écoles. Mais géopolitique parce qu'en fait, vous l'avez dit, les principes à dimension européenne d'extraterritorialité, que ce soit au travers des normes, au travers des réglementations ou des initiatives d'entreprises qui sont tellement grosses que parfois elles supplantent les réglementations des pays, qu'il y a une géopolitique de la durabilité qui est passionnante. Et quand je dis idéologique, c'est qu'il y a aussi, alors après c'est peut-être un peu plus personnel, mais quand on parle de bien commun, c'est vrai que nous, de par l'environnement, dans la Constitution en France, on a la notion de bien commun environnement pour les générations futures, de profiter d'un environnement ou d'un environnement social profitable, bénéfique. Là où dans d'autres États, le bien commun, en fait, il a peut-être plus un prisme financier de dividendes d'actionnaires. Et donc, je pense que quand on est professeur, d'aller chercher, de faire réagir les étudiants sur ces sujets-là, modèle d'affaires, géopolitique et d'idéologie, enfin, je trouve ça super, quoi. Bien, merci. Alors, à ce stade du webinaire, on doit avoir quelques questions d'internautes. Alors, effectivement, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, si certains ont une question à poser, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est le moment ou jamais pour intervenir. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous aviez un mot de conclusion à apporter par rapport à un message que vous voulez passer par rapport à cette CSRD, que ce soit d'un point de vue professionnel, terrain? Heu, Terrain, peut-être, c'est un message, CSRD, SBTI, SRS. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. Alors, il y en a dans d'autres domaines, hein, mais je pense que de faire comprendre, vulgariser dans le bon sens du terme, rendre accessible, c'est aussi un des enjeux finalement pour
pour embarquer, faire des parallèles parfois entre la vie pro, la vie perso, amener les collaborateurs, les personnes avec qui on échange, à se projeter, à rendre compréhensibles et pragmatiques ces réalités. Je pense que c'est nécessaire. Et puis peut-être se laisser le temps aussi. Tu faisais le parallèle entre l'IFRS, les normes financières, et les ESRS. Je crois que les premières, elles ont plus de 10 ans de vie, là où les ESRS, donc les normes environnementales et sociales, elles ont tout juste 1 an. Donc laisser décanter un peu tout ça, tirer le meilleur de ce dispositif et puis continuer son déploiement. Même question, Marie, un petit mot de synthèse? Ouais, bien garder en tête qu'en fait, c'est une opportunité unique pour une entreprise de se poser, des questions qui la tournent vers son avenir, que c'est un exercice, stratégique et également de transformation et que c'est l'exercice du temps long et accepter qu'en année 1 ou en année 2, peut-être même en année 3, l'entreprise n'est pas parfaite, pour répondre à ces exigences, réglementaires, nouvelles et qui peuvent effectivement faire peur de par les acronymes et de par, tout le vent médiatique, qui tourne autour, de la CSRD. Mais voilà, vraiment le voir comme une opportunité, plutôt qu'une contrainte. Bien, je pense que le message est passé, effectivement. Alors, je pense qu'on a fait un tour assez complet des enjeux et des impacts de la CSRD. On a exploré son cadre réglementaire, les implications sectorielles et sa mise en œuvre concrète au niveau de l'entreprise. Un grand merci à nos 2 intervenantes, Marie Klein, Ingrid Jouve. Merci à vous pour votre participation, pour vos éclairages précieux, ainsi à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous prochainement sur un prochain séminaire Melchior pour d'autres passionnants débats. À très bientôt. Merci Laurent.